Je vais dire un truc très simple que tout le monde peut comprendre. Puis dans la police, si vous voulez être commissaire de police, éducation nationale, voilà. La République française est irriguée, par, ce pouvoir, occulte. Cela dit, dans sa je veux dire, si vous voulez, au sommet de l'État, vous avez eu ça sous, l'influence maçonnique stricte, si vous voulez, dans les cabinets ministériels, les ministères et cetera. Ça s'est beaucoup effondré sous Macron puisqu'en fait, il passe à l'échelle supérieure avec, ça a été ce qu'on a découvert avec McKinsey, le BCG et cetera et cetera. Et là, vous êtes plus du tout dans de la magouille, maçonnique classique, si vous voulez. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Au niveau local, d'ailleurs, les maçons, au début, ont un peu encouragé les gilets jaunes pour forcer Macron à recoller avec, cette irrigation, du pays réel, malgré tout, par le tissu maçonnique. Ensuite, la maçonnerie. Donc, vous avez un problème de renouvellement des effectifs par la génération. Et ensuite, vous avez eu un problème au moment du Covid. C'est-à-dire que la maçonnerie, ça repose quand même sur l'idée qu'on est entre mecs et qu'on va faire les agapes. C'est-à-dire que c'est quand même ça techniquement. C'est-à-dire qu'ils font un peu de trucs de mariole avec leur tablier, puis ensuite ils vont taper une bonne viande entre mecs. Et dès lors que pendant le Covid, ils se sont mis à fond sur l'agenda Covidis, ils se sont mis à faire leurs réunions par Zoom. Et beaucoup ne sont pas revenus. Ensuite, on voit des branches entières de la maçonnerie qui tombent. Je pense par exemple à l'affaire de la Glamf, l'affaire, Ouais, comment on appelle ça? L'affaire sordide. Athanor. Quand vous prenez l'affaire Athanor, parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans l'affaire Athanor. L'affaire Athanor, c'est une loge maçonnique en région parisienne, qui va regrouper des agents de la DGSE, d'accord, et qui vont être manipulés au sein de cette loge par des maçons maçons comme eux, mais qui vont leur dire: «Faut aller éliminer un tel parce que c'est un agent du Mossad», et les types savent pas qu'en fait ils sont dans une mission, homo, mais de nature privée, hein. Voilà. Donc cette loge à Tanor, elle est hébergée dans une obédience qui s'appelle la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, la GLAMF. Et la GLAMF a été créée par Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la DGSE, donc numéro 2 de la DGSE, enfin cadre de la DGSE, quoi, personnalité historique de la DGSE, ce qu'on appelle un aristocrate du renseignement français, issu des réseaux gaullistes, gaulo-pompidoliens, si on veut, et qui avait créé justement la GLAMF dans une opération main propre, lors d'une scission de la GLNF qui dénonçait les dérives affairistes et l'affiliation à la Sarkozy du grand maître de l'époque. Donc en fait, quand on analyse cette affaire de la GLAMF, ce qu'il faut voir dans l'affaire de la GLAMF, c'est que vous avez un personnage qui fait la jonction entre les deux, puisque c'est la jonction entre la DGSE et la franc-maçonnerie, pour donner l'affaire de la loge à Tanor. Et lui, il est ancien numéro 2 de la DGSE et créateur de l'obédience où est hébergée cette loge. Mais quand on lui demande, il explique qu'il a appris l'affaire par la presse, ce qui est évidemment faux. Mais même cette affaire-là, qui instrumentalise et qui salit profondément la franc-maçonnerie, c'est un scandale maçonnique comme la République en a produit à travers son histoire. Et c'est surtout comment on l'analyse. Il faut l'analyser comme une liquidation des vieux réseaux de la DGSE par la nouvelle DGSE mise en place par Macron sous l'égide de Nicolas Lerner. Donc en fait, vous voyez, cette affaire, c'est pour ça que tout est toujours complexe et qu'il faut comprendre la complexité des événements. C'est-à-dire que oui, vous avez un scandale maçonnique, mais ce scandale maçonnique est aussi la traduction d'une liquidation de vieux réseaux de la DGSE et d'une reprise en main de la DGSE par les réseaux Macron avec ses hommes à lui à travers Nicolas Lerner qui était avec lui à l'ENA, hein, tout simplement. Le type, il a eu une carrière pour être normalement cadre à la préfecture de police de Paris et on le retrouve directeur de la DGSI puis de la DGSE, c'est-à-dire c'est le premier, alors que normalement c'était un diplomate de carrière, enfin quelqu'un c'était l'aboutissement d'une carrière. Et donc on a une reprise en main des services par Macron. Et dans cette reprise en main, pour créer les conditions de la purge, ou du moins que tout le monde se tienne tranquille, il y a cette affaire Athanor. Donc c'est comme ça qu'il faut, enfin, c'est pas pour nier cette influence-là, mais c'est pour comment dirais-je, mettre du détail en fait là-dedans. Il a été très bon, c'est que pour parler comme Macron, il a acheté l'antisionisme à la baisse, c'est-à-dire qu'il a acheté ça au moment où c'était compliqué, c'est-à-dire juste après le 7 octobre, et il a créé cette martingale politique parce que honnêtement, bon, quand vous faites de la politique, il faut avoir des discours très simples.
C'est-à-dire que vous adressez à ou comme si vous adressiez à un enfant de 12 ans, quoi. C'est QI, 85. Si vous avez un discours un petit peu plus compliqué, vous avez aucune chance et donc lui, il a trouvé cette martingale géniale de dire: «Regardez, le sionisme, c'est, le génocide à Gaza et le génocide à Gaza, c'est Netanyahou. Netanyahou, c'est l'extrême droite, donc le fascisme et cetera» et comme en plus Marine Le Pen, soutenait la politique israélienne de façon un peu aveugle par, crainte, d'être qualifié d'antisémite puisqu'en fait ça les terrorise et bah, si vous voulez, il a créé cette martingale: «Je suis antifasciste, donc je suis anti, Le Pen, donc anti Netanyahou», quoi. C'est un truc, enfin vraiment, Par c'est l'anti association. il a inventé l'antisionisme pour les nuls, quoi et en même temps, bah, ça emmerde vraiment le lobby sioniste et puis ça arrange bien le Rassemblement national qui est plus obligé de devoir en parler. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que Mélenchon, il faut, oui, c'est certes un adversaire. D'ailleurs, on voit très bien que le système essaye de dégager Mélenchon en faisant la promotion de personnages beaucoup moins solides, c'est-à-dire à gauche, François Ruffin et à droite François Ruffin et à gauche, comment il s'appelle? Bali Bagayoko là, on nous vend le Ah nouveau oui, maire de le Obama Saint-Denis. français. Ouais, le Obama français qui est un type qui vient du réseau d'élus PCF de Seine-Saint-Denis. Enfin, c'est pas du tout le faut pas non plus tout caricaturer, quoi. C'est pareil. D'ailleurs, il a été fiché comme complotiste. Faut savoir qu'il était fiché comme complotiste parce qu'en fait, c'est un fan des vidéos de Pierre Jovanovic. Vous voyez? Donc c'est pas un sale type non plus, mais on voit bien que c'est un type beaucoup moins solide que Jean-Luc Mélenchon, que le système essaye de pousser à sa gauche et essaye de pousser à sa droite François Ruffin. Et alors, avec la matrice mélenchoniste, ça donne quelque chose d'absolument fascinant. C'est ce François Ruffin qui est quand même un bourgeois, quoi, qui était à la Providence avec Macron, hein, dont le père négociait en fait avec les agriculteurs pour le groupe Bonduel. Donc, si vous voulez, quand vous négociez avec les agriculteurs pour le groupe Bonduel, c'est que, enfin, franchement, vous appartenez à la vraie grosse bourgeoisie amiénoise du quartier d'Henryville. Et d'ailleurs, Ruffin, sa mère animait l'atelier botanique. D'ailleurs, il y a une photo de Macron à l'atelier botanique, à la Providence, pendant que Brigitte a Incroyable. animé l'atelier théâtre. Donc en plus, Ruffin, je pense qu'il en sait beaucoup plus sur Macron que ce qu'il veut bien dire. Mais, on a cette scène géniale où, la LFI fait huer, François Ruffin à la fête de l'UMA au cri de «Siamo tutti antifascisti». C'est-à-dire qu'en même temps, ça signifie que le fascisme en France, ça commence à François Ruffin, quoi. Donc en fait, siamo tutti fascisti, quoi. C'est ça que ça veut dire en miroir. Donc non, c'est pour ça que le mélenchonisme, je l'observe, de façon, amusée et pourquoi pas, même avec un peu d'espoir, dans le cas effectivement d'une prise de contrôle de la France par les patriotes et de l'établissement, d'un compromis historique avec, si vous voulez, quand vous expliquez que, votre dirigeant est manipulé par le lobby sioniste, a priori partout dans le monde, vous finissez en tôle. On vous ferme vos comptes en banque, vous avez un contrôle fiscal, enfin ça va mal se passer. Je veux dire, aux États-Unis, Tucker Carlson est reçu dans le bureau ovale, Nick Fuentes est invité à dîner à Mar-a-Lago avec Kanye West. Enfin, je pense que quand même, il y a pas besoin d'être très complotiste pour, voir les ficelles quand même. Mmh. Donc il y a cette stratégie de Donald Trump qui est de désioniser cette espèce de masse de chrétiens, évangéliques qui sont les chrétiens sionistes et qui est la base de son électorat et donc en fait, à travers l'Iran, sur l'épisode iranien, il y a beaucoup de non-dits. D'abord, on nous parle de régime change. Je lui dis: «Oui, j'ai fait un régime change». Alors effectivement, les mollahs ont moins de pouvoir, mais c'est les gardiens de la révolution, les pasdaran, qui ont renforcé leur pouvoir. Donc en fait, le régime est radicalisé. Donc c'est un cauchemar pour Israël. Le monde entier Mmh. sait aujourd'hui que le dôme de fer n'est pas un dôme de Oui, fer. Donc oui. la faiblesse d'Israël est affichée aux yeux du monde entier. Le côté belliciste d'Israël, aujourd'hui, le soutien à Israël dans le monde a jamais été aussi bas. Israël la société israélienne est au bord de l'implosion. Ensuite, vous avez Donald Trump qui veut se retirer, qui veut liquider l'empire thalassocratique. Or, qu'est-ce que fait l'Iran? Il va bombarder précisément les bases américaines qui sont dans la région, et sachant que Trump veut se débarrasser de, de cette, comment dirais-je, cette Amérique empire là. Voilà. Donc il y a et on voit dans cette guerre que des, comment dirais-je, des lignes rouges qui pourraient
toucher des points vitaux, ne sont jamais atteints. Là, j'ai vu une analyse qui m'a semblé très, très intéressante, d'un analyste américain dont j'ai pas le nom, mais qui mérite d'être creusée parce que c'est sans doute la chose la plus intéressante que j'ai entendue depuis le début du conflit. Il est sûr que Trump, son programme, c'était l'arrêt de la guerre en Ukraine, qui était la guerre de Biden qu'il allait arrêter en 24 heures. Et puis, on voit qu'il y a dans les élites européennes, en particulier Emmanuel Macron, la volonté de poursuivre, la poursuite de cette guerre, coûte que coûte, sans doute avec l'ambition cachée de faire plier la Russie et de mettre la main sur les énormes ressources de la Russie, qui étaient déjà ce qui avait été le but sous Helsinki. Et c'est pour ça qu'il y avait une réaction des élites russes pour pousser Vladimir Poutine au pouvoir. Or, cet analyste dit quand on regarde bien le jeu entre, parce qu'en fait, c'est une négociation entre l'Iran et les États-Unis, et une négociation qui a l'air de dégénérer, mais où on sent qu'il y a une volonté d'accord. Et pourtant, malgré cette volonté d'accord des deux parties, on voit que cette guerre se poursuit. Et cet analyste explique simplement que le blocage du détroit d'Ormuz fait augmenter les prix de l'énergie et que les principales victimes de cette augmentation du prix de l'énergie, ce sont les Européens. Donc, est-ce que la guerre en Iran, si tant est Mmh. soit une véritable guerre, mais on voit bien qu'on n'est pas dans un conflit de même nature que celui entre l'Ukraine et la Russie, par exemple. On voit bien que ce n'est pas une guerre à mort. Donc, est-ce que ce conflit n'est pas aussi un moyen, par des alliés, du coup, objectifs, c'est-à-dire de régler un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire le problème israélien parce qu'en fait, en plus, c'est la Turquie qui va récupérer la gestion du Moyen-Orient. C'est ça qu'on voit à travers la Syrie. Donc la Turquie qui veulent, eux, reconstituer l'Empire ottoman. Donc en fait, Israël n'est pas du tout à l'agenda. Et de la même façon, en faisant augmenter les prix de l'énergie par le blocage du détroit d'Ormuz, eh ben, on asphyxie l'Europe et donc on asphyxie l'aide à l'Ukraine. Et est-ce que la guerre en Iran n'est pas un moyen de mettre fin à la guerre en Ukraine? C'est tout ce jeu-là qu'il faut arriver à comprendre dans le cadre d'une grande réinitialisation et de l'émergence d'un nouvel ordre mondial qui tournera effectivement la page, même au niveau des représentations de l'ordre mondial qu'on a connu ces 80 dernières années depuis la fin de la Seconde Guerre Voilà mondiale. les amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.